Mais parce que c'est important. On va commencer par remercier la médiathèque d'accueillir ce soir cette présentation de l'ouvrage, mais qui est un ouvrage, et le public que vous êtes le prouve encore une fois, c'est un ouvrage qui est presque passionnel. Il y a une passion autour de la prison de Toulouse, en tout cas autour de la prison Saint-Michel. Donc merci à toute l'équipe de la médiathèque de nous accueillir en cette fin de journée. Merci aussi aux élus qui sont présents, donc Aviv Zonabend ici présent, et Marie Desquet, pour une raison précise que vous saurez dans 30 secondes, puisque effectivement ce soir on a prévu à la fois de vous présenter cet ouvrage, qui est d'ailleurs en vente. Ombre Blanche vient d'installer sa petite table et ses livres. Et pour vous présenter cet ouvrage, qui est un ouvrage réalisé par Pierre Lasserie et Julia Lasserie, réalisé, c'est-à-dire monté, photographié, c'est Julia qui s'en est chargée. On a choisi de vous proposer plusieurs tables rondes parce que l'ouvrage sur la prison Saint-Michel concerne ce lieu extrêmement symbolique de toute une histoire. Et pour cela, nous avons invité Elérica Leroy, qui est historienne, mais évidemment, c'est un lieu, on en parlera avec Maître Cohen, il parle beaucoup d'odeurs, de personnes, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de portraits, dont certains défilent, et nous aurons non pas un portrait sur papier, mais l'honneur de recevoir Angèle Bettini, qui dialoguera aussi avec Elérica Leroy pour la période qui reste dans tous les esprits, la période de la guerre. Puis, la deuxième table ronde parlera plutôt de la prison après-guerre, la prison en tant qu'univers carcéral, non plus en tant que lieu de, finalement presque de résistance, mais en tant qu'univers carcéral. Et nous attendons Maître Simon Cohen, qui viendra l'évoquer pour en parler. Et bien sûr, cette prison Saint-Michel, qui reste dans l'esprit des Toulousains un lieu tellement important que tout le monde veut savoir ce que va devenir cette bâtisse. Et plusieurs hypothèses sont en cours. Et Madame Marie Desquet va venir évoquer justement le projet de la municipalité, en tout cas pour une partie du bâtiment. Donc c'est le programme de ce soir. Bien entendu, vous aurez la parole. Ce qui est prévu, c'est qu'à la suite des 3 rencontres, finalement, vous puissiez prendre la parole et dialoguer avec les divers intervenants. Pour l'instant, on va commencer par le livre, parce qu'il y a un objet. Il y a à la fois le bâtiment, éminemment présent dans le quartier Saint-Michel, mais ce livre, c'est l'idée de Pierre Lasserie. Donc Pierre, bonsoir. Première idée, comment vous est venue, première question, comment vous est venue l'idée de faire un livre sur la prison Saint-Michel? Alors, bonsoir à tous. L'idée est arrivée, Maître Simon Cohen. L'idée est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. L'idée est arrivée quand la prison Saint-Michel a été vidée de ses occupants en 2009, que je l'ai su et que j'ai eu justement envie, avec ma fille Julia, d'aller à l'intérieur pour photographier dans un premier temps. C'était la seule idée que nous avions d'ailleurs, l'esprit des lieux. Je ne sais pas si ça évoque pour vous quelque chose, l'esprit des lieux, mais pour moi c'est très important. Je trouve que c'était l'idée de voir si ce bâtiment avait une âme et quel était ce... Exactement. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur une fois que ce bâtiment était vide? Qu'est-ce qui suintait? Qu'est-ce qui transpirait? Comment les murs respiraient, les sols respiraient? Et quelle était l'ambiance? Voilà, est-ce qu'il y avait des animaux? Est-ce qu'il y avait une vie après la vie de cette prison? Et un lieu tellement chargé, tellement pesant, tellement chargé de chagrin, de drame, de tout ce qu'on peut imaginer derrière ces murs-là. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je la côtoyais enfant, parce que j'étais au lycée à côté.
Et le troisième point, c'est que ma vie faisait que j'étais à côté et que ça m'a intéressé. Donc, on reviendra sur les témoignages, mais ce qui est très important, c'est que c'est finalement un beau livre. Et dans ce beau livre, Julia, les photos, vous étiez chargée de les faire. Une totale liberté pour les photos? Alors oui, on a fait d'abord des photos dans un lieu qui était complètement vide. Et puis ensuite, on a fait revenir des gens très intéressants à l'intérieur. Et du coup, les photos prenaient un sens différent en fonction des gens avec qui on les faisait parce qu'ils choisissaient l'endroit dans lequel ils voulaient être photographiés. Aussi, on a trouvé pas mal de vestiges très intéressants, notamment dans les cellules. Il y avait beaucoup de petits graffitis ou de restes de vie en fait, des gens qui ont habité dans cette prison. Et en fait, c'était un endroit vraiment très vivant, même s'il était encore désert. Alors, dans ce que vous dites, vous utilisez finalement 3 fois vivant, lieu de vie. Quand vous êtes rentrée, vous, jeune fille du 21e siècle, dans cette prison, vous avez trouvé quoi? Finalement, ce n'est pas une sorte de mausolée, c'est plus un lieu de vie ou un lieu de vie. Est-ce que la vie s'est retirée quand vous l'avez... Alors, en fait, on est allé plusieurs fois dans la prison, avec plusieurs saisons, donc c'était assez froid, mais à la fois c'était lumineux et à la fois c'était sombre, donc c'était un lieu assez complexe, mais c'est vrai qu'on ressent en fait que la vie naturelle a repris le dessus parce qu'il y a beaucoup par exemple, de crottes de pigeons, d'herbes qui ont poussé dans les jardins, donc c'est assez paradoxal comme endroit, c'est à la fois vide et à la fois encore... il reste des restes de vie plutôt. D'accord. Pierre, dernière question, mais après, de toute façon, on va avoir le temps de dérouler. Une série de portraits et d'entretiens, c'est le sous-titre de l'ouvrage. Un choix s'est fait en fonction d'une chronologie, en fonction d'affinités, en fonction de hasard, de rencontres hasardeuses. Exactement. J'ai pas tout à fait fini tout à l'heure parce que j'ai commencé à me laisser entraîner par le côté tellement existentiel de la prison. Mais en réalité, la démarche qu'on a suivie, c'était celle que j'ai donnée tout à l'heure. D'abord, photographier l'esprit des lieux, mais après, très vite, dès qu'on a eu le premier rendez-vous, puisqu'il fallait prendre des rendez-vous auprès de l'administration pénitentiaire qui nous autorisait à rentrer dans la prison pour faire des photos. Et après, il a fallu prendre des rendez-vous pour inviter des témoins. Et je salue ceux qui nous ont fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Il y a plusieurs des témoins qui ont accepté d'être présents dans ce livre, donc qui sont venus sur rendez-vous avec l'autorisation de l'administration pénitentiaire, comme le disait Julia, par petits morceaux, c'est-à-dire qu'on prenait un rendez-vous 15 jours, 3 semaines à l'avance avec 2 ou 3 témoins. On les accueillait dans la prison avec Philippe Bernardin qui vient d'arriver, qui était le surveillant requis pour nous accueillir. Et puis, on leur demandait où ils souhaitaient être entendus et photographiés. C'était toujours assez... ils avaient toujours une idée très précise, d'ailleurs. Parce que ce ne sont jamais les mêmes lieux. Jamais les mêmes lieux. Ouais. Simon doit se souvenir où il a été interviewé. Donc c'est ça qui est très beau dans ce livre et qui imprègne l'entretien, c'est qu'à chaque fois, c'est dans le lieu et c'est finalement, en même temps, la prison, on le voit à la fin, il y a un grand schéma, le plan de la prison, la voici, mais on la voit encore plus détaillée, et à chaque fois, ils ont choisi un lieu précis. Exactement. Je pense par exemple à Angèle qui est là devant nous et qui va intervenir avec nous tout à l'heure quand tu l'appelleras. Angèle a choisi d'être interviewée dans une cellule parce que son souvenir, Angèle Bettini, son souvenir était dans une cellule. Tu n'entends pas bien. Et là, c'est mieux? Alors, on va peut-être justement commencer Parler plus lentement. Cette première rencontre. On va continuer, puis ensuite vous aurez la parole. Julia, merci pour les photos, d'être intervenue. Peut-être qu'ensuite vous pourrez revenir. Pour l'instant, on va laisser la place à Madame Bettini et Elérica Leroy qui... Voilà.
Bonjour, bonsoir madame. Là, vous m'entendez? Bien. Ah, et- Alors, ce qui est très beau dans ce livre, et ce qui est bien fait ce soir, c'est que souvent, on confond ou on emmêle l'histoire et la mémoire. Et là, nous avons la chance, avec Elérica Leroy, d'avoir en quelque sorte une historienne de Toulouse. Je rappelle notamment ce que vous avez fait sur les rues de Toulouse, qui est très important, mais aussi une figure de Toulouse en la personne de Madame Bettini. Je vais commencer par vous, Madame. Pour vous, cette prison évoque à la fois un moment très dur, mais aussi évoque une période de combat. Oui. Est-ce que pour vous, ce qui domine, c'est le combat ou la difficulté? C'est les deux. Les deux. Ce sont les deux. J'avais déjà combattu parce que tout ne commence pas en 1940 pour moi. Déjà, j'ai vécu, excusez-moi, mais j'ai vécu les grèves de 36. J'étais apprentie et il s'est trouvé que je suis tombée en plein boom. Il y avait les grèves de 36. Je suis allée à la Bourse du Travail. Je me suis inscrite comme gréviste et voilà. Et j'ai défilé comme il y a eu des défilés énormes. Il y avait des 10 000 personnes dans les rues de Toulouse à l'époque. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur la période. Ensuite a éclaté la guerre d'Espagne. Et là, avec le groupe auquel j'appartenais, c'était la Fédération des jeunesses communistes de France et l'Union des jeunes filles de France, qui était dirigée par Daniel Casanova, dont tout le monde connaît son histoire, voilà. Et donc, dès la guerre d'Espagne déclarée, en fait, nous ne faisions pas tellement de politique. Bon, il était question de politique, mais c'est surtout, on était, si vous voulez, on était les prédécesseurs des restaurants du cœur, parce qu'on a organisé des collectes tous les dimanches en faveur de l'Espagne républicaine. Pour les réfugiés espagnols Mais c'est juste, même si ça ne concerne pas la prison, ce que vous faisiez était envoyé en Espagne? Oui, oui. D'accord. Oui. Il y avait une organisation. Disons que c'était comme je vous ai dit, nous étions les prédécesseurs du secours populaire, puisque à l'origine, c'était le Secours Rouge International. Bon, si je fais trop long, vous m'arrêtez. Non, mais et donc, on voit en fait... Tout ce qu'on récoltait partait pour l'Espagne. Donc on était connus. Je vais en venir à notre arrestation. Les gens me disent, mais comment se fait-il qu'ils vous ont repéré si jeunes? Il y en avait un qui avait 17 ans. Nous, on était dans les 18. Après, il y avait quelques adultes, mais très jeunes encore, dans la trentaine. Et donc, quand on a été arrêtés, il n'y a pas eu de surprise. La police nous connaissait, puisqu'il arrivait quelquefois, quand on collectait pour l'Espagne républicaine, il y avait des collectes qui étaient non autorisées et on partait quand même. Alors on nous arrêtait, on nous enfermait à la mairie, là derrière une grande, du côté du square, derrière une grande porte en fer. Alors c'était les dimanches où on sortait avec des troncs au lieu d'aller collecter avec des charrettes qu'on louait à la ville. On sortait avec des troncs, récoltait que de l'argent. Alors là, ils nous volaient l'argent et puis ils nous rendaient le tronc vide à la fin de la journée et ils nous libéraient. Alors voilà. Finalement, vous êtes passé naturellement de l'aide aux républicains à une forme de résistance. Oui, voilà. Et alors, plus précisément, vous étiez dans quel groupe et en quoi consistait votre résistance? Comme je vous l'ai dit, j'étais dans un groupe de jeunes communistes et les jeunes filles de France en même temps, que je présidais d'ailleurs, c'est moi qui avais créé le groupe. Et donc, on était évidemment hostile au régime qui venait de naître, si l'on peut dire. Et quand on a eu vent que Pétain allait venir à Toulouse, eh bien on a organisé un grand coup et on lui a envoyé une volée de tracts sur le cortège. Voilà. Voilà le crime. Alors, cette volée de tracts, avec une catapulte?
Ou comment vous l'aviez envoyé? C'est-à-dire que c'était pas des tracts, des feuilles grandes, c'était des papillons où il était inscrit, si je me souviens bien, la jeunesse de France ne veut pas du maréchal Félon. Ouais. Et l'Erika, cette action s'inscrit parmi d'autres actions. Les groupes de résistants à Toulouse étaient finalement relativement nombreux. Ah non, pas du tout. À l'époque d'Angèle, donc son action, c'est le 5 novembre. Je parle trop vite, Angèle. Ton action, c'est le 5 novembre 1940. Le développement de ce groupe correspond à la façon dont la résistance s'est développée ici à Toulouse. Mais jusqu'en 1943, je vais même dire jusqu'en 1944, il n'y avait pas foule. Hein. Angèle, c'est oui, dans la continuité des actions qu'elle a menées pendant la guerre d'Espagne. Elle dit que finalement, votre groupe était l'un des premiers, peut-être même le premier groupe à entrer en résistance. À faire une action retentissante, oui. L'action faite par Angèle de jeter de tracts sur le convoi du maréchal Pétain. En plus, cette journée, c'était important parce que c'était la première sortie en zone non occupée du maréchal Pétain. C'était la première fois depuis la défaite. La première fois qu'il sortait de Vichy pour venir d'abord à Montauban, puis après à Toulouse. Donc cette opposition de ces jeunes communistes qui étaient une petite quinzaine, elle est marginale parce que le Parti communiste à cette époque-là, voilà, il était pris par le pacte germano-soviétique et n'intervenait pas. Angèle et son groupe fait démentir ça. Votre groupe, non seulement il était rebelle par rapport au Parti communiste, par rapport à ce qui se faisait en France. Pas rebelle. Non, pas rebelle. Nous étions tout à fait indépendants. Oui, indépendants. Voilà, nous étions indépendants. Et finalement, vous faites cet acte, votre groupe commet cet acte de tract, et vous êtes immédiatement arrêté? On projette les tracts le 5 novembre et on nous arrête le 26 novembre. Alors là, déjà, Pétain avait organisé, avait créé une section de police spéciale, c'est-à-dire que c'était les policiers qui étaient en fonction auparavant, qui s'étaient portés volontaires pour faire partie de cette section spéciale. Donc ils sont venus nous arrêter un peu comment dirais-je, un peu au hasard, parce que moi j'étais chez un copain rue Pérolière, je me suis présentée là comme une fleur, on m'a demandé mon identité, j'ai dit voilà, je m'appelle comme ça, et vous étiez sur la liste. On allait aller te chercher, Ah ouais. voilà. Alors il s'était installé rue Roquelaine, là où il y a eu après un bureau où il y avait l'éducation nationale qui s'était implantée là. Et là, on nous a questionné toute la nuit. Ce que je peux dire, c'est qu'ils ont frappé les jeunes gens. Moi, j'étais la seule fille, parce que je vais peut-être m'avancer un peu, mais j'ai été la première plus jeune femme, donc jeune fille de 18 ans, arrêtée à Toulouse en 1940 et emprisonnée. Et donc, ils ont frappé les garçons à tel point que je m'étais fiancée quelques mois auparavant avec Yves Bettini. Et quand on est arrivé dans la cour de la prison, il était méconnaissable. Voilà. Et alors, quand on est arrivé dans la cour de la prison, c'est peut-être un peu amusant, la personne qui nous accueille nous dit « les garçons d'un côté, la fille de l'autre ». Et voilà, alors j'ai été dans la section des femmes et eux sont allés à... Juste, j'interviens 3 secondes pour commenter la photo que vous voyez là. C'est le jour où Angèle est venue à la prison et où on l'a interviewée et photographiée avec Julia. Il y avait aussi un monsieur qui est décédé depuis, qui s'appelle Freddy Spielvogel, et à qui je veux vraiment penser ce soir. Et ils ont fait connaissance, Angèle et Freddy, qui ne se connaissaient pas et qui avaient été emprisonnés à peu près au même âge. Oui. À peu près au même âge, mais qui ne se connaissaient pas et qui ont fait connaissance ce jour-là, Angèle et Yves. 70 ans après. Voilà, quand vous avez fait les photos. Oui. Et l'Erika, la prison, on voit que Angèle, elle est séparée des hommes. Ça veut dire que la prison Saint-Michel, pendant la guerre aussi, il y avait une partie homme, une partie femme. Oui, alors la période où a été enfermée Angèle, c'est une période calme, on va dire.
les conditions de vie au sein de la prison s'aggravent au moment de l'occupation allemande. Donc quand après, les Allemands arrivent après 42. En 42, ouais, le 11 novembre 1942, là les conditions répressives deviennent évidemment bien pires. 3 des ailes sont réservées aux Allemands et 2 des ailes sont contrôlées par les Français. Par contre, comme le disait Angèle, les policiers français ne se sont pas gênés pour frapper et torturer, pour organiser le procès de Mendel, Langer, Marcel Langer. Alors là, on est plusieurs années après, enfin plusieurs. On est en février. 43. Oui, on est en 1943. Marcel Langer se fait arrêter en février 1943. Et là, mais c'est encore la justice française, c'est encore la police de Vichy. Mais les conditions de vie au sein de la prison vont devenir extrêmement angoissantes avec l'occupation allemande. Ouais. Vous êtes resté combien de temps enfermé en prison ? En prison, je ne suis restée que 2 mois. Parce qu'au mois de janvier, on m'a élargi, comme on disait à l'époque, et donc j'étais en liberté provisoire jusqu'au procès, parce que nous avons été jugés, peut-être que je déborde un peu sur les explications, nous avons été jugés par un tribunal militaire. On a été, oui. Certains journaux ont écrit une cour martiale, mais c'est après les cours martiales. Et donc, on est passé au tribunal au mois de mars 41, donc, puisque novembre, lors de l'arrestation, c'était la fin de l'année 40. Et voilà. Et là, vous avez été condamné à retourner en prison ? Non, j'ai eu une peine de 6 mois avec sursis et 100 francs d'amende. Je ne sais pas si elle a été jamais payée. D'accord. Et alors là, je suis revenue dans la vie civile. Et le 30 avril 1941, les mêmes policiers sont venus me chercher. Et alors là a commencé la valse des camps. On m'a interné au camp du Recebedou, à côté de Portet, au camp de Rieucros dans la Lozère, au camp de Brains dans le Tarn, et finir glorieusement, on peut dire, au camp de Gurs, où j'ai vu l'innommable en arrivant au camp de Gurs. Parce qu'il y avait eu, dans un premier temps, les Espagnols exilés, qu'il avait construits d'ailleurs. Et puis il a été occupé par les Juifs de certaines régions d'Allemagne qu'Hitler avait expulsées. Il y avait des personnes de tout âge jusqu'à des nouveau-nés. Il y a eu donc. Et puis, au moment des grandes rafles, le gouvernement français les a rendus à l'Allemagne en déportation. Ça, dans mon histoire, c'est la période la plus difficile à évoquer. Erika, la prison Saint-Michel, elle est totalement en dehors de l'histoire de la persécution des Juifs, hormis le cas Marcel Langer. Ah non, de nombreux Juifs sont passés. Qu'on vient de voir était juif. Oui, Freddy Spielvogel. Non, de nombreux Juifs, hommes, femmes, enfants, bébés, sont passés à la prison Saint-Michel. On a Alfred Nakache. Les grandes rafles de l'été 42, c'est vraiment la période la plus dramatique, ce que décrit Angèle. Et après, dans les années qui vont suivre, les Juifs vont être détenus à la caserne Compense-Caffarelli, mais au camp de Noé, au camp du Recebedou. Les conditions de vie dans ces camps étaient épouvantables. Et la prison sert de base de départ ou une sorte de Drancy vers les camps d'internement ? Non. C'est pour plutôt, la déportation, vous voulez dire. Elle l'est après. Elle l'est après, parce qu'en 40, dans les années qui ont suivi, on regroupe les internés du camp du Vernet, où évidemment je ne vais pas vous raconter toute ma vie, où déjà en 39, on interne mon père et 2 de mes frères, vous voyez. Et là, ils récupèrent, c'est un peu déplacé de dire ça, ils arrêtent tous les internés du camp du Vernet, des prisons autres, et ils les centralisent en vue de la grande déportation. Oui, ça pouvait être un lieu de transit avant de partir gare Rénal dans les convois de la mort, là, mais c'était davantage à Compense-Caffarelli et puis au camp de Noé, camp de Recebedou, ça fait pas loin de Toulouse. Ils organisaient des convois. Souvent, ils partaient de la gare de Noé.
Elle a été vraiment une antichambre de oui. la déportation, la prison Saint-Michel. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Oui, bien sûr. Et des massacres. Je pense que j'ai vu Monique arriver, des exactions qui ont été commises dans la prison et hors de la prison. Quand il livre le groupe du père de Monique et qu'il les amène à abuser, qu'il les mitraille, qu'il les brûle. Oui, la prison, pour moi, c'est un lieu d'histoire très fort. Ici est passé énormément de choses. De toute façon, sous l'occupation, cette prison, c'était un lieu de terreur. Les gens qui étaient internés, hommes ou femmes, n'avaient pas de nouvelles de ce qui se passait dehors. De temps en temps, s'ils avaient de la chance, s'ils avaient des amis ou un réseau de résistance qui faisait la solidarité, ils arrivaient à avoir quelques vêtements, quelques petits colis, mais ils étaient isolés. Et la seule façon de sortir de la prison Saint-Michel, pour les résistantes et résistants, je parle, c'était la déportation. D'accord. La déportation ou l'exécution sommaire. Là, effectivement, Angèle parle de 54 prisonniers qui ont été extraits 2 jours avant la libération, emmenés à Buzet-sur-Tarn et fusillés et brûlés. De la même façon qu'on faisait disparaître les papiers, on faisait disparaître les corps. Et sur la prison Saint-Michel, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'à Toulouse, ce lieu manque, parce que c'est à la fois un lieu d'histoire, un lieu de mémoire. Et je regrette, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur la résistance, et je regrette qu'ici, à Toulouse, on n'ait pas ce lieu fort. Vraiment, il est très, très intense. Comme disait ta fille tout à l'heure, il y a des petits témoignages dans les pavés. Ici est passé énormément de choses, et ce n'est pas... un lieu de mémoire fort. On est devant une façade fermée. Pour l'instant, ça fait 20 ans que ça dure. Voilà. Et c'est un lieu où vraiment, de toute la région, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, tous les résistants sont passés, arrêtés, je veux dire, sont passés à la prison Saint-Michel avant d'être déportés. François Verdier, on l'a mené. Oui, François Verdier, il était à l'isolement, il était tout seul dans sa cellule. Pendant 44 jours, mais il alternait avec la Gestapo qui faisait des séances de torture, le ramenait à la prison Saint-Michel, un va-et-vient avant finalement de l'exécuter discrètement en forêt de Bouconne, mais comme bien d'autres. Ouais. Quand la Gestapo ne savait plus quoi faire de ses détenus, quand elle les avait trop amochés, on allait exécuter dans un lieu discret, à bord de longues. En forêt de Bouconne, etc. Angèle, ce livre, les entretiens avec Pierre, le fait de vous revoir ici, pour vous, est-ce que c'est une douleur qui revient ? Est-ce que c'est, vous personnellement, comment vous le vivez ? Ou est-ce que c'est encore une fois la possibilité de transmettre l'histoire, de transmettre une expérience? La douleur, elle est permanente. Sauf que j'ai dû inventer la résilience avant que le fameux Boris Cyrulnik ne le popularise. La mette à la mode. Mais j'ai avancé et mon but, après ma libération, je ne sais pas si ça concerne l'entretien, mais ça a été d'en parler. Alors j'ai écumé tout le Tarn, la Haute-Garonne et la Lozère à aller raconter ce qui s'était passé, parce que j'ai vécu des douleurs personnelles et par procuration, évidemment. Oui, durant toute la guerre. J'ai une pensée particulière pour Marcel Langer, et je dis dans le livre qu'après son exécution par la guillotine, on n'a plus guillotiné, d'autant plus que la personne qui avait réclamé sa mort a risqué la sienne et l'a payé de sa vie. Voilà. Ouais. On aurait beaucoup... Et pour tous les autres également, tous ceux qui sont passés, femmes, hommes, j'ai une pensée pour Batia Mittelman avec sa petite fille. J'ai d'ailleurs c'est un aparté pour nous, des photos à te montrer de Batia et de la petite fille, mais elle n'est pas nourrissonne, elle n'est plus nourrissonne, elle a 4 ans. Batia est une compagne de captivité à la prison Saint-Michel d'Angèle Bettine.
Très bien. Nous aurions encore infiniment de choses à dire. On pourrait aussi parler beaucoup plus longtemps d'Alfred Nakache, et je salue la présence d'Yvette Benayoun Nakache parmi nous. Mais on va continuer dans le temps, on va continuer à évoquer à la fois le livre et ce bâtiment. Merci beaucoup, Angèle Bettini, de continuer ce combat. Vous êtes une femme de combat, et là, vous continuez encore à témoigner, à en parler, à espérer toujours, à espérer que le monde sera meilleur. J'espère encore. Ouais, et à agir pour. Je voudrais remercier Pierre de l'avoir inventé, ce livre. Parce que je ne sais pas, peut-être je ne suis pas au courant de tout. Pourtant, je pioche un peu dans la presse, dans tout ce que je peux lire. Mais c'est vraiment un beau travail. Merci beaucoup. C'est un travail collectif. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vois d'autres témoins qui sont arrivés. Pas les citer tous, mais merci à vous tous qui avez participé. C'est votre livre aussi. Bien. Et c'est le tien aussi. Elérica, merci. Après, on pourra poser des questions. Enfin, le public, éventuellement, vous sollicitera de nouveau. Oui. Merci encore. Ouais. Alors, on a prévu en deuxième rencontre, on a prévu de recevoir Maître Simon Cohen et un gardien de prison, Philippe Bernardin. Ah oui. Merci encore, Angèle. Merci infiniment. Et je vais demander à Maître Cohen de nous rejoindre. Et Philippe, non. Il faut que j'explique une petite chose. Philippe Bernardin nous a fait l'amitié d'être là. Philippe Bernardin est surveillant de la prison Saint-Michel, qui nous a accompagnés tout le temps du livre. Mais sa hiérarchie lui a demandé de ne pas intervenir aujourd'hui. Il y a un devoir de réserve qui est lié à la période électorale, préélectorale. Et donc, il a quand même accepté de venir. Il a pris cette initiative. Mais il n'interviendra pas. Voilà. Par contre, il m'a demandé de parler pour lui, je le ferai. D'accord. Donc, enfin, on va... Merci Philippe. Très bien, entre Pierre et Philippe. Mais je vais d'abord m'adresser à Maître Simon Cohen. Chaque témoignage est différent, évidemment, étant donné l'histoire de chacun, la position de chacun, puisque on a à la fois des résistants, des enfants de résistants, des gardiens, des anciens prisonniers, et vous, avocats. Mais dans le vôtre apparaît ce que les autres évoquent à peine. Vous parlez beaucoup des sens, de l'odeur, et vous dites, c'est un bâtiment qui pour vous est quelque chose de, je dirais qui s'attaque aux sens, qui parle à vos sens. Bonsoir, messieurs, dames. Il y a eu une impression célèbre d'un très grand écrivain du 19e, justement. La prison a été construite à la fin des années 60, entre 62 et 69, et qui a écrit « La prison, c'est d'abord une odeur. Ça reste vrai. C'est vrai aujourd'hui encore. C'était vrai dans les prisons bâties au 19e siècle. Ça reste vrai dans les prisons qui ont été construites au début du XXe, et c'est toujours vrai aujourd'hui avec des prisons qui ont été édifiées récemment. Une odeur indéfinissable, mais qui, dès qu'on la ressent, qu'on la sent, montre qu'on est sorti de la société civile. Et cette prison, la prison Saint-Michel, vous dites, vous y avez côtoyé des milliers de détenus. Vous avez travaillé pendant près de 40 ans pour cette prison. Voilà, c'est-à-dire que j'ai commencé à exercer en tant qu'avocat en 1974. La prison Saint-Michel a fermé ses portes, enfin, plus exactement, les détenus qui étaient des détenus préventifs ont été transférés en 2003. Et donc, pendant 30 ans, j'ai dû défendre à peu près, mais devant des tribunaux, pas à la prison même. À l'époque, ça n'existait pas, l'intervention
de l'avocat, notamment dans les commissions disciplinaires, comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai dû défendre à peu près 100 détenus par an. Ça fait 3000 en 30 ans, oui, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et alors, M. Bernardin ne peut pas l'évoquer. Par rapport au témoignage alors, de Philippe Bernardin, ou d'autres, il y en a d'autres aussi de gardiens de prison, il parle beaucoup des détenus avec toujours cette expression de violence permanente. Il faut faire attention. Et notamment, je ne sais plus lequel s'est retrouvé à Fleury-Mérogis enfermé dans une cellule par inadvertance, enfin, parce que ça pouvait être dangereux. Je ne connais pas cette histoire. Si elle est dedans. Je sais qu'il y a un surveillant, il faut dire surveillant et pas gardien. D'accord. Il y a un surveillant qui a été pris en otage une fois. Il y a des surveillants à qui, je pense qu'à chaque surveillant, il est arrivé des histoires difficiles. C'est un métier très difficile que j'ai appris à connaître et à comprendre. Et effectivement, la violence est partout. Elle affleure, je pense, le quotidien d'une prison. Même si la prison Saint-Michel, je pense qu'il faut revenir vers Maître Cohen, même si la prison Saint-Michel n'était peut-être pas une des prisons les plus difficiles. Ça, c'est aussi le témoignage que j'ai eu de Sam Bacha, qui a connu des prisons bien plus difficiles que Saint-Michel, notamment une prison disciplinaire en Espagne. Saint-Michel, je pense, n'était pas une des prisons les plus difficiles, mais c'était quand même une prison où régnait de la violence, où régnait une ambiance difficile par moments, et avec aussi des détenus qui commettaient des violences, oui. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, quand vous entriez là-dedans, cette violence, vous la ressentiez Non, jamais. Parce que la violence en milieu carcéral, bon, c'est un vaste sujet, hein, mais la violence en milieu carcéral repose sur des fondements structurels et puis après sur des comportements individuels. Mais d'abord les fondements structurels. Je veux dire, si une prison conçue pour accueillir 400 personnes en héberge 600, on a posé là l'infrastructure génératrice de violence. C'est pas possible. Il y a déjà une très grande promiscuité. Les cellules sont très petites. Vous savez, je pense à ce poème merveilleux d'Henri Michaud qui s'appelle Mon roi et qui dit « Il ne peut pas m'épargner sa maudite présence dans ma chambre déjà si petite. » Alors lorsque c'est conçu pour être 2 et qu'on est 3 ou 4, bien évidemment il y a là un ferment de violence. Et puis ensuite, il y a des comportements individuels qui peuvent être violents. Mais pourquoi ? La plupart du temps, ce sont le fait de personnes détenues et qui mériteraient de bénéficier d'un véritable suivi psychologique, éducatif, qui soit n'existe pas, soit n'est pas adapté. Et enfin, il y a ceux qui sont violents simplement parce qu'ils souffrent d'une pathologie psychiatrique grave et pas toujours discernée et pas toujours mise en évidence. Il faut se souvenir que les notions non plus d'abolition mais d'altération du discernement, c'est tout récent, ça a une vingtaine d'années. Entre 1950 et 1993, ça n'existait pas. Je veux dire par là que le critère était simple, où on était aliéné, où on était normal. Et entre les deux, il n'y avait rien. Ce qui contraignait les psychiatres qui ne pouvaient pas indiquer « il est aliéné au point d'être irresponsable », mais qui ne pouvaient pas non plus écrire « il est normal », a inventé une notion, c'est une notion, c'est pas un concept qui ne veut rien dire, et on a dit de ces gens-là, ils sont borderline, c'est-à-dire l'état frontière. Ils sont quelque part au milieu d'une ligne qui tracerait
ce qui doit séparer les êtres responsables de leurs actes d'une part et ceux qui ne le sont pas. Voilà comment ça s'explique. Mais vous, dans ce tête-à-tête que vous avez avec le détenu, cette violence, elle reste latente ou elle est mise... J'ai jamais ressenti une impression de violence latente, c'est-à-dire susceptible d'exploser. Après, cela dépend du dialogue que l'on noue avec des gens qui sont dans une situation difficile, il ne faut pas l'oublier. Ils sont dans une situation de rupture, ils sont privés de leur liberté, ils sont parfois abandonnés de leur famille, ils ne comprennent pas les décisions de justice qui sont rendues, en tout cas pas toujours, ils ne comprennent pas les charges qui pèsent sur eux. Alors, une violence latente peut exister qu'un dialogue normal, compréhensif, viril, permet de juguler. Non, je voulais juste compléter, parce que je réponds toujours aux questions avec l'esprit d'escalier. J'ai questionné effectivement la plupart des interlocuteurs sur ces questions de la violence. Et chacun a des réponses différentes, comme celle de Maître Cohen. Je vois le psychiatre Laurencin, le docteur Laurencin, dit par exemple que heureusement les cas d'agressivité envers le personnel soignant sont plus rares qu'envers le personnel carcéral. Et c'est sûrement dû au fait qu'on n'a pas le même rôle vis-à-vis des détenus. Et effectivement, chaque personne qui travaille au sein de la prison a ou n'a pas cette confrontation avec la violence en fonction de ce qu'elle attend et de ce qu'elle va demander en termes de frustration ou en termes de les difficultés qu'elle va rencontrer. Voilà. Je pense que Si Mohamed El Gamrasni aussi pourra témoigner tout à l'heure de son expérience. Il est aumônier musulman et il a été confronté, et il est confronté encore aujourd'hui, puisqu'il est aumônier régional, à des cas de violence au sein des prisons. Mais ce n'est pas les mêmes violences que celles qui s'exercent. C'est dommage que Philippe Bernardin ne puisse pas en témoigner, que celles qui s'exercent auprès du personnel carcéral, qui sont vraiment en première ligne. Ouais. Mais en plus, je ne pense pas que ça dépende, que ça puisse se catégoriser. Par exemple, certains surveillants de l'administration pénitentiaire ne seront jamais confrontés à un acte de violence verbale ou physique qui les vise directement. D'autres, au contraire, y seront confrontés souvent. C'est bien la preuve que, surveillant de l'administration pénitentiaire, on ne s'improvise pas dans cette fonction-là. Il faut une formation, il faut un certain état d'esprit. Tu avais raison de dire, c'est extrêmement difficile. Sujet différent, au cours de votre carrière, vous êtes amené à aller dans de nombreuses prisons, finalement. La prison Saint-Michel, qu'a-t-elle de singulier ? On a parlé de l'espace, on a parlé d'une prison finalement plus facile, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on peut singulariser la prison Saint-Michel par rapport à d'autres ? Alors, elle est singulière par la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, du fait du développement de l'agglomération, elle est centre-ville. Et ça, ce n'est pas aussi fréquent qu'on le croit. Voilà. Certaines prisons sont centre-ville, la prison de la Santé par exemple. Toutes les prisons modernes sont généralement construites en périphérie, ce qui, à mon sens, est une erreur grave, mais peu importe. Mais du point de vue de l'urbanisme resocialisant, je crois que c'est une erreur. Donc elle est centre-ville. La deuxième caractéristique, mais elle n'est pas la seule non plus, c'est qu'en 1960, elle avait déjà un siècle. Mais il en est de plus anciennes. Et il en est de plus sordides. Parmi les prisons les plus sordides qui soient figure, par exemple, celle d'Avignon, qui rappelle davantage les cachots de Louis XI que les cellules de la maison d'arrêt Saint-Michel, la prison de Béziers, ou même les conditions sanitaires sont extrêmement critiquables. La prison Saint-Michel est par ailleurs singulière parce qu'elle est, j'allais dire, c'est une prison de taille idéale, ni trop petit, ni trop grand. Et en ce sens,
elle se rapproche de celle de Montauban, moins grande, accueillant moins de détenus. Voilà la spécificité. Et puis surtout, la prison Saint-Michel, parce qu'elle a été achevée fin 69, je crois fin 1869, n'est pas une prison mécanisée, mécanique et robotisée. C'était pas possible de le faire. C'est pas le cas dans les prisons modernes où l'on peut traverser des centaines et des centaines et des centaines de mètres de couloirs sans jamais croiser personne, où les portes sont commandées électriquement de plus loin, où vous ne voyez pas un surveillant, pas une personne qui quitte le couloir en même temps que vous, pas une qui attend devant la même porte en même temps que vous. Et là, véritablement, on a l'impression d'être dans un labyrinthe qui serait construit autre part. Pierre, finalement, tu es allé très souvent dans cette prison vide. Pour toi, ce bâtiment, est-ce que c'est un bâtiment qui rappelle la prison ou qui en est sorti de ce contexte carcéral, maintenant qu'il est vide? Alors, moi, quand je l'ai connu, aussi étrange que ça paraisse, je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait. Je n'avais pas du tout entendu parler de cette architecture en forme d'étoile qui était justement, pour continuer un petit peu les propos de Simon Cohen, qui était justement une prison moderne. En 1860, elle a été conçue en 1850 et elle a mis près de 20 ans à être construite. Et à l'époque, c'était un bâtiment moderne, construite sur le type philadelphien, qui était la première prison de ce type, avec un surveillant qui pouvait examiner les cinq couloirs de l'étoile. Je pense qu'on la voit. Voilà. Et elle était aussi chauffée. Et il y avait aussi une chapelle. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été intelligemment pensées à l'époque pour qu'une prison ne soit pas un simple lieu de privation de liberté, mais aussi un lieu dans lequel l'architecture pouvait jouer un rôle curatif. Je sais pas, on rentre dans des notions, dans des concepts un petit peu complexes. J'aurais beaucoup aimé qu'Odile Foucault puisse être là. Elle est historienne d'art et elle a fait sa thèse sur Jacques-Jean Esquier, qui est l'architecte de la prison Saint-Michel, mais aussi à Toulouse, l'architecte de l'hôpital Marchand, de l'hôpital psychiatrique. Et cette prison avait ce rôle-là. Donc c'était une prison moderne. Aujourd'hui, elle ne l'est plus du tout puisqu'elle est fermée. Moi, je ne sais pas du tout d'ailleurs pourquoi cette prison a été fermée. C'est une question que je continue à poser, parce qu'elle est au centre-ville, en fait. Mais je n'ai pas répondu à ta question. Non, ça reste... Voilà, c'est une prison, oui, c'est la première fois que je l'ai vue. J'imaginais pas que c'était une prison comme ça. Et je suis d'accord, c'est pas une prison du tout labyrinthique. Quand on rentre dans un couloir des femmes, c'est le premier que j'ai visité avec Philippe Bernardin. Il m'a emmené tout de suite dans le couloir des femmes. C'était le premier... Parce qu'on met beaucoup de temps à arriver dans un lieu dans le vrai lieu de détention où sont les cellules. On passe d'abord par le Castelet, par cette cour d'honneur qui est pavée, qui est assez jolie. Ensuite, on franchit un deuxième seuil, et puis un troisième seuil, et puis on arrive à une petite guérite. Et c'est seulement là qu'on commence à pouvoir se balader dans l'un ou l'autre des cinq grands couloirs qui forment les branches de l'étoile. Et on voit des couloirs qui sont grands comme ça. Voilà. D'accord. Dernière question, maître Simon Cohen. Pour vous, aujourd'hui, vous êtes toulousain, vous passez devant. Est-ce qu'à chaque fois, vous regardez la prison avec une pensée, ou bien vous êtes plutôt dans l'avenir et puis, bon, elle n'existe plus? Alors, je crois effectivement que du point de vue de l'architecture, cette prison a un intérêt. Mais elle a un intérêt parce qu'elle est construite deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire à une époque où les droits de l'homme se développent et où on a une certaine mauvaise conscience par rapport à l'enfermement. C'est l'époque, par exemple, où Victor Hugo, parce que c'est lui qui l'a dit, c'est pas Badinter, écrit « Ouvrez une école et vous fermerez une prison ». Oui, c'est le dernier jour d'un condamné. Voilà. Alors il fallait trouver une espèce de moyen terme. Alors d'abord, elle est moderne, c'est le modèle philadelphien, effectivement, qui permet paradoxalement, mais c'est pas si paradoxal que ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, on était enfermé, on voyait personne. Et puis on s'est rendu compte aux États-Unis
que la meilleure manière de surveiller, c'était encore de voir et que chacun se voit. Raison pour laquelle, quand on est positionné dans la rotonde, on voit effectivement les 5 ailes si les portes sont ouvertes. Voilà. Donc, du point de vue de l'architecture, ça a un intérêt. Après, très franchement, par rapport à ce que j'y ai vu et à ce que j'y ai vécu, moi, je n'éprouve pas autre chose que de l'indifférence. C'était pas facile. Et puis entrer dans la cour et être confronté immédiatement au poteau d'exécution qui est là. On voit encore les encoches des balles. Hein. Alors on pense à Marcel Langer, mais pas seulement à Marcel Langer. Ouais, surtout qu'il a été guillotiné. Voilà. Je veux dire que le poteau d'exécution, c'est comme si la peine de mort se saisissait de vous. Comme un index. C'est là. Et c'est pointé vers vous. Je dis, oui, c'est un bâtiment qu'il faut conserver, qu'il faut préserver, dont il faut scrupuleusement conserver l'architecture. Et puis, si on pouvait en faire un centre éducatif, un centre culturel, ce serait parfait. Un lieu d'art. On va voir justement avec Madame Marie Desquet, voilà, parfaite transition. Merci beaucoup, Maître Cohen. Donc, Monsieur Maître Cohen a fait la transition. Un lieu d'art, un lieu pour les Toulousains. Là, s'il vous plaît. Alors, Madame Marie Desquet, vous êtes à la mairie de Toulouse, vous êtes chargée plus précisément de tout le domaine culturel et musical. Et on a beaucoup évoqué cette prison pour ça, enfin, depuis des années, comme le disait Lérica Leroy, savoir ce qu'elle allait devenir, beaucoup de projets. Et finalement, ce dont vous allez nous parler, c'est le projet. C'est-à-dire un peu, là le mot on le prend entre l'anglais et le français, c'est-à-dire pas ce qui est prévu, enfin pas ce qui est projeté, mais ce qui va se réaliser. D'accord, s'il vous plaît. Écoutez, merci de me donner l'occasion de prendre la parole au sujet de ce dossier majeur, très important pour tous, pour vous qui êtes ici bien sûr, pour nous, en responsabilité à la ville de Toulouse et pour tous ceux qui est madame, par rapport aux souvenirs que vous avez évoqués et l'émotion que vous avez provoquée chez chaque personne qui était là. Donc c'était un rendu et peut-être que l'histoire que je vais vous raconter par rapport au projet vous donnera vraiment l'impression on se souvient de cette âme que vous avez rappelée d'une façon poignante. Bien sûr aussi, maître, par rapport à votre évocation, par rapport à ces souvenirs bien précis, concrets et en même temps sentis, ressentis, je pourrais dire. Et vous avez effectivement reformulé aussi l'intérêt de ce lieu et de ce panoptique, puisque c'est le terme consacré de cet édifice. Donc, effectivement, cette prison, ça fait des années que je suis effectivement élue à la ville de Toulouse, à la culture. Et toujours un regard, et certains qui sont présents ici du quartier, que je salue aussi, s'en souviennent, puisqu'il y a quand même de nombreuses années déjà, dès que la prison n'était pas encore vidée de ses habitants, puisque j'y fus, elle était encore habitée. Et donc là aussi, on pourrait évoquer, mais on va surtout parler de demain, le ressenti, l'émotion, l'impression, l'espèce de chape qui tombe sur vous quand vous rentrez là, et d'autant plus que nous sommes rentrés effectivement dans les cellules que nos accompagnants ont fermé à un moment donné pour que nous aussi, nous ressentions ce que nombreux avaient pu ressentir effectivement en étant eux enfermés pour de longs mois. Donc effectivement, nous avions un projet qui s'articulait autour de l'art et la science et qui n'a pas été en mesure d'aboutir pour des raisons de changement de gouvernance à la ville de Toulouse. Mais la prison restait dans nos têtes et dans une envie d'un projet justement pour que ce lieu et ce site restent aux Toulousains et aux habitants de la région bien évidemment et au-delà d'ailleurs au territoire national parce que c'est quand même un modèle
architecturale indiscutablement de qualité. Et donc, il y a déjà quelques années, j'avais proposé de réfléchir à ce que pourrait être ce lieu dorénavant, demain, et en particulier parce que j'ai été très proche et en responsabilité directe aujourd'hui du monde de la musique, et en particulier de l'Orchestre national du Capitole. Il se trouve que l'Orchestre national du Capitole joue dans un lieu qui s'appelle la Halle aux Grains, que chacun connaît, mais qui aujourd'hui est dirigé depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que nous avons recruté un jeune chef russe. Il avait 26 ans à l'époque, il s'appelle Tougan Sokiev. Il se trouve qu'il est aujourd'hui le chef considéré comme le meilleur chef d'orchestre d'Europe, et que donc l'Orchestre du Capitole est considéré aussi comme le meilleur orchestre d'Europe. Je le dis, c'était la Philharmonie de Berlin, c'est celui de Toulouse aujourd'hui. Je le dis, c'est pas moi qui le dis, ce sont des critiques, j'allais dire des sachants qui parlent de ça. Et effectivement, la semaine passée, j'étais à la Philharmonie de Paris, et il y a 2400 places à la Philharmonie de Paris, et il y avait 2400 personnes qui ont applaudi pendant 10 minutes l'orchestre de Toulouse. Donc, ce projet d'auditorium, de grand auditorium, d'auditorium dernière génération, a été nourri par rapport à la qualité qu'on savait être celle de l'orchestre, mais qui devenait de plus en plus importante du fait de la baguette éclairée de son chef, Tougan Sokiev. Il se trouve aujourd'hui que les auditoriums de ce qu'on appelle dernière génération, comme je l'ai dit, sont dotés d'une acoustique et d'une architecture particulière dans l'auditorium lui-même. Mais quand nous avons parlé avec le candidat qui était à ce moment-là le maire président actuel, Jean-Luc Boudinck, de ce projet d'auditorium, nous avons parlé d'un projet culturel autour de la musique, et en particulier la musique symphonique, puisque j'évoque le cas de l'orchestre. Donc la proposition pour conserver justement ce bâtiment avec ses 5 branches, l'idée auquel j'ai largement participé était d'occuper le site, tout le site, en tout cas la plupart du site, avec un auditorium qu'on dit être de dernière génération, avec donc le maître mot de l'acoustique que j'ai évoqué, en semi-sous-sol à l'arrière de la prison, ou en semi-aérien, ça on va arriver aux études qui sont en cours, mais j'en parlerai juste après, et que chaque branche d'étoile soit un lieu dédié à la recherche, avec, mettons, l'IRCAM et le GMEA d'Albi, c'est un lieu de recherche pour la musique, un lieu dédié aux jeunes enfants, pour la transmission, pour l'éducation, pour la sensibilisation artistique, pour les jeunes publics de demain, un lieu dédié à l'accueil des grands groupes internationaux et des chefs aussi de cette nature, un lieu dédié à la vie, un lieu de restauration, un bar, un lieu dédié aux expositions thématiques, toujours en lien avec la mémoire. Je reviens à la mémoire, on ne l'oublie pas, et j'ai entendu le regret qui a été exprimé, qui sera, de toute façon, à mon avis, qu'il y aura une réponse avec le Castellet. Mais en tout cas, ne jamais oublier ça. Et la rotonde étant prévue pour avoir justement des expositions thématiques, mais des fois en rapport avec la mémoire, la période, la musique forcément. L'idée étant de faire une sorte de cité de la musique à cet endroit-là, avec le parvis que certains ont cité, qui pourrait donner lieu aussi à quelques manifestations extérieures, mais ça, on est dans la programmation éventuelle de demain, donc je n'y rentrerai pas plus. Où on en est aujourd'hui? La prison Saint-Michel, alors sachez quand même que c'est le projet structurant le plus important pour les 10 prochaines années, pas qu'à Toulouse, hein, sur le terrain national. Je siège à la ROF, c'est la Réunion des Opéras de France, et donc aussi à la Réunion des Orchestres de France. Il n'y a pas de projet de ce type nulle part ailleurs sur le sol national. Donc c'est vrai que c'est un très gros projet. Au jour d'aujourd'hui, la prison appartient toujours à l'État. Nous sommes souvent en débat avec l'État. Nous avions en 2003-2004 fait une démarche envers l'État pour l'acquisition de ce lieu, avec une estimation qui avait été faite d'un montant donné. Il se trouve qu'entre-temps, et les années qui ont suivi, comme il n'y avait pas de projet, l'État a réfléchi ou a réagi par rapport à les prix qui pourraient être ceux qu'il pourrait demander par rapport à cette acquisition. Ce qui fait que les prix, évidemment, ont changé. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes avec l'État en discussion, puisque l'État a accepté, et le ministère de la Culture nous a accepté de cofinancer
une étude de faisabilité pour voir s'il est possible de faire à cet endroit-là ce qu'on souhaite, ce qu'on veut et ce vers quoi on va, ce que nous souhaitons donc dans ce souci d'avoir cette cité de la musique, cette étoile de musique. Nous avons reçu, après un appel à candidature, des propositions de certains programmistes. La réunion, il existe 2 comités de pilotage au niveau de ce projet, un comité de pilotage politique, où siège bien sûr monsieur le maire, président de la métropole, moi-même, l'adjoint à la culture évidemment, Tugan Sokiev en tant que pilote et parrain inspiré de ce projet, parce que, petite parenthèse, le chef Tugan Sokiev, qui a re-signé avec la ville de Toulouse pour 4 années, en re-signant son contrat, a eu dans la rédaction de son contrat le fait il serait le maître, le chef, j'allais dire, d'orchestre de ce projet. Et donc, c'est bien sûr avec lui que nous allons étudier toute la technicité nécessaire par rapport à une réponse la meilleure par rapport à cet auditorium dont je vous parlais. Donc, aujourd'hui, la sélection a été faite de 3 programmistes possibles. Et nous sommes en train donc de sélectionner celui qui sera à même pendant 4 mois, 5 mois, appelé à étudier la faisabilité sur le site, à l'endroit que j'ai cité. Mais les branches d'étoiles, pardon de le dire, mais ne posent pas un problème majeur, parce qu'on sait très bien, puisque effectivement elles ont été évoquées, et qu'on a invité d'ailleurs Tugan Sokiev, il va début janvier pour visiter, parce qu'il y a c'est tellement, quand on est dans cette prison et dans ces branches d'étoiles, c'est tellement époustouflant qu'on veut qu'il ressente aussi cette émotion qui lui donne l'envie qu'il a déjà, mais qui nourrira encore un peu plus. Et donc, une fois que nous aurons ce rendu, j'allais dire, l'État va faire donc un appel à projet. Il va intégrer dans son appel à projet le fait que la ville, métropole, puisque ce sera un équipement métropolitain structurant, à ce projet à cet endroit. Donc nous sommes en entente pour l'appel à projet, pour que soit stipulé ce projet qui va être celui que nous portons. Une fois ce rendu effectué, effectivement, nous aurons encore des études à faire sur les sols, enfin sur tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à cet énorme projet. Et donc à ce moment-là, nous acheminerons vers le début donc, de ce projet. Une chose à vous dire, c'est que si, comme je l'espère, nous arrivons à une entente tout en conservant ce projet à cet endroit-là, la première chose que fera la ville de Toulouse, en accord d'ailleurs avec le préfet, on a eu l'occasion de discuter bien sûr de ça, c'est de faire tomber les murs d'enceinte pour rendre la prison aux Toulousains. Et puis, très vite, entre les branches d'étoiles, faire des jardins avant que quoi que ce soit ne se passe, parce qu'elle ne se passera dans les ailes. S'il se passe quelque chose, ce sera à l'intérieur. Elles ne seront pas touchées. Seront enlevés il y a pas mal de petits rajouts qui ont été faits de ci, de là, enfin, qui n'ont aucun intérêt architectural. Mais en tout cas, l'étoile sera rendue et elle sera visible. Et donc, effectivement, ça sera un lieu où chacun pourra se rendre et se promener en attendant que le projet soit viable. Effectivement, juste pour voir peut-être, je vais vous le montrer, on avait une maquette, j'ai fait, en papier, en fait, et j'en ai d'ailleurs tiré quelques feuilles, voilà, en fait, si vous voulez, là on est le Castellet, merci beaucoup, le Castellet, donc le Saint-Michel, le Castellet, les branches d'étoiles, et donc l'auditorium qui serait donc en semi-sous-sol, ou peut-être en semi-aérien, ça c'est pas moi, c'est les programmistes qui verront, les architectes qui travailleront dessus. Et chaque branche d'étoile, donc avec les fonctions que j'ai citées tout à l'heure. Voilà le projet de ce que devra être la prison. Et je dois vous dire que hier soir, il y avait un comité de pilotage à la mairie de Toulouse, où siégeait bien sûr aussi Jean-Luc Boudinck, le secrétaire général de la préfecture. Et le maire de Toulouse, le président de Toulouse Métropole, a réaffirmé de façon extrêmement appuyée son souhait et son souci que ce projet-là soit là pour toutes les raisons qu'on a évoquées, pour le devoir de mémoire qui est le nôtre, pour le fait d'instruire dans ce lieu-là un projet de cette envergure nationale, internationale, parce que là on est dans un rayonnement international, forcément par rapport à l'objet qui sera celui de ce lieu.
et en plus, pour nous, une requalification urbanistique, pour nous, pour vous, une requalification urbanistique indiscutable, puisqu'évidemment, il y aura des aménagements faits depuis le palais de justice, sur la partie de rue, sur les trottoirs, enfin, je veux dire que tout sera revisité, parlons de parler comme ça. Et moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup aussi, c'est que c'est entre deux quartiers. Un, c'est en Palo, qui fait partie du GPV, Grand Projet de Ville, et l'autre, c'est le Busca. Et moi, je pense que c'est un lien, si la musique, on le sait, est un lien, si la culture d'abord est un lien social indiscutable, je pense que la musique, là, est un lien qui se déclinera en plus avec certainement des interventions musicales et qui mixeront la musique symphonique que j'ai évoquée, mais des passerelles aussi avec les musiques du monde. Parce que c'est ça aussi qu'on peut y trouver. C'est ça qui a conduit le projet que nous menons et c'est ce projet qu'on espère vraiment qui va se passer comme on l'attend. Bien, merci beaucoup. Merci de nous projeter dans cet avenir musical, artistique. Et cela montre encore que c'est un peu le combat qu'a mené Angèle Bettini, ce combat pour la vie, ce combat pour un monde meilleur. Et c'est vrai que là, on va vers ces aspects positifs. Merci encore, Madame Dequet. On a une vingtaine de minutes pour que le public puisse poser des questions, puisse éventuellement acheter le livre, mais ça c'est après. Dans la salle, outre les intervenants que vous avez pu voir et entendre, nous avons aussi d'autres acteurs de cette prison dans le livre, qui sont dans la salle, aumôniers, gardiens, prisonniers, enfin, tous ceux qui vivent dans une prison. Donc si vous avez des questions, des commentaires, plutôt des questions, n'hésitez pas. Il y a un micro à votre disposition si vous le désirez. Ah, monsieur... Bonsoir. À vous écouter, vous avez toujours utilisé le qualificatif de prison pour cet établissement. Or, si vous avez eu la curiosité de lire sur le fronton du Castellet, il est indiqué maison d'arrêt. Et une maison d'arrêt a un objectif, c'est de conserver pendant un certain temps les prisonniers en longue durée, et tout en leur permettant de retrouver une certaine activité pour être intégrés ultérieurement à la sortie de cet établissement. Je voudrais aussi vous rappeler, vous avez souligné que la maison d'arrêt Saint-Michel, lorsqu'elle a été achevée, était dotée d'un chauffage au niveau d'une circulation d'eau chaude au niveau des planchers, et que vous n'avez pas rappelé qu'elle a été terminée et achevée juste avant la guerre de Sedan, la défaite de Sedan. Et la première affectation de cet établissement n'a pas été d'accueillir des prisonniers, mais accueillir des grands blessés de cette bataille, parce que c'est un établissement qui était bien doté. Donc je voulais donc signaler ceci. Et par ailleurs, pendant la période 1960-2003, 1960, jeune étudiant, 2003, un peu plus âgé, j'ai suivi tout ça dans ce quartier. Et je voudrais rappeler que, je ne sais pas, on n'en a pas parlé ce soir, mais 1960, 2003, ça a été une période où il y a eu une maladie importante, le sida. Et dans cet établissement, il y avait une aile où les jeunes délinquants étaient en cellule. Et un certain nombre d'entre eux étaient atteints de cette grave maladie. Et je voudrais rappeler et souligner le rôle important du service sanitaire, infirmiers, médecins, etc., qui sont intervenus pendant toute cette période, qui a été une période très délicate. Et on a pu... c'était quand même un département santé dans cette enceinte qui était doté des premières techniques et tous les avantages pour aborder cette grave maladie qui était le sida. Donc je voulais Merci pour rappeler ces ceci. compléments.
J'interviens donc en tant que président de l'association J'allais des le dire. riverains de la maison d'arrêt Saint-Michel et du Buscat. Et sachez que notre association a été créée en 2000. Pour quelle raison? Tout simplement au niveau de la rue Robespierre, qui est en pointe, là où il y aurait le futur auditorium. Au niveau de cette rue, toutes les maisons, si vous circulez, vous verrez sur les poteaux un certain nombre de fils de fer barbelés. Pourquoi? Parce qu'à partir d'1h du matin, tous les jeunes venaient dialoguer avec leurs camarades qui étaient emprisonnés. Et les pauvres propriétaires et occupants de ces petites maisons toulousaines qui jouxtent la rue Robespierre étaient fortement incommodés. Donc, au départ, l'association a été créée pour essayer de gérer ces problèmes. D'accord, merci. Je voudrais juste vous nommer, vous êtes Monsieur Ambide, et signaler qu'il y a aussi un autre président d'association de riverains à l'opposé, qui est Monsieur Drijard, qui est voilà, à l'opposé du rang, mais qui est toujours dans le même quartier. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était véritablement une question et si on a des choses à vous répondre, mais c'était en tout cas très pertinent. Merci. Et de toute façon, la maison d'arrêt Saint-Michel est restée toujours une prison avec les deux fonctions, maison d'arrêt de prévention et maison d'arrêt pour effectuer une peine de détention. Juste un commentaire, vous avez projeté une belle photo de Jean Dieuze. Oui, où on voit les jardins. Voilà. C'est ce que je voulais dire à Marie Desquet, c'est qu'elle a été exploitée en jardin. Oui, oui. Et maintenant, ce sont des dalles en béton qu'il y a, mais... On peut repasser l'image, s'il vous plaît. Voilà. C'est une image en noir et blanc vers la fin. Bon, ça, elle reviendra. Voilà. Voilà. Et on aperçoit les jardins, le jardin potager. Non, mais il y aura d'autres. Oui, Yvette Benayoun Nakache. Bonsoir à toutes et à tous. Simplement, tout à l'heure, je pense que c'est Maître Simon Cohen qui a posé la question, à savoir pourquoi on avait donc déménagé les détenus de cette maison d'arrêt. C'est Pierre qui se demandait pourquoi on avait fermé la prison. Fermé la prison, voilà. Donc, pour répondre donc à la question de Pierre, c'est parce qu'en 2000, il y avait une commission d'enquête parlementaire sur la situation des prisons en France, à laquelle j'ai participé, étant députée de cette circonscription où était implanté un des quartiers dans cette 4e circonscription. Et donc, il avait été révélé à l'époque que cette prison, cette maison d'arrêt, plus exactement, était insalubre, déjà en surpopulation carcérale, mais ça, c'est une ritournelle qu'on entend en France d'une façon récurrente, et qu'effectivement, la décision avait été prise. C'était à l'époque Marie-Lise Lebranchu, qui était ministre de la Justice, garde des Sceaux, de construire ce centre de détention et de rétention à Muret. Voilà quel est l'historique. Ensuite sont restés sur place les semi-libertés à côté, la chapelle, qui ont fini aussi par quitter. Donc ce projet culturel à côté est aussi un beau projet, enfin qui a abouti d'ailleurs. Voilà, je voulais juste donner cette précision et juste aussi rajouter qu'effectivement, pour avoir été conseillère municipale et avoir défendu les projets de Marie Desquet, c'est que vraiment à aucun moment il ne faudrait que cette maison d'arrêt ne disparaisse physiquement. Donc ça a été dit, je pense que ça c'est retenu avec le devoir de mémoire et les associations aussi d'anciens combattants qui ont fait beaucoup pour que ce cœur historique reste là, mais qu'effectivement, il faudrait symboliquement et aussi architecturalement, j'arrive à le prononcer, Simon, moi, le nom, qu'on fasse tomber ces murs, ce qui serait déjà une ouverture, et symboliquement, ce serait pas mal aussi pour une maison d'arrêt. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter.
Alors, à mon avis, le simple fait de faire tomber les murs d'enceinte révélerait enfin cette architecture en étoile que personne ne connaît. On est vraiment très peu de happy few à connaître cette architecture en étoile. Happy few, d'accord. Je vais prendre le micro, mais vous avez tout à fait raison. Alors, je suis comme vous, je crois que c'est vous qui avez évoqué, Pierre, que quand vous êtes rentré, vous avez été vraiment étonné, fasciné. Jamais on est tous passés, bien sûr, devant. Et bon, on savait, mais jamais. Alors, les parloirs, quand tu as évoqué, on le savait, parce que des gens qui habitaient le quartier nous en parlaient, mais c'est vrai que c'est magnifique. Quand on a commencé à voir les photos, effectivement, et quand on était à l'intérieur. Donc, c'est vrai que le premier geste, et ça, je peux vous assurer que le maire l'a encore renouvelé hier soir, le premier geste sera de faire tomber ces murs. Alors, il restera certainement à un endroit où ce sera possible un bout de mur, toujours pareil, pour le devoir de mémoire. Donc, il sera intelligemment conservé avec des hommes de l'art, j'allais dire, dans ce domaine, que seront les programmateurs, les urbanistes, les architectes qui travailleront sur ce projet. Voilà, il y aura un bout, mais elle sera rendue à tous, en fait. Voilà. Monsieur a une... Oui, je voudrais revenir sur l'âme et ce qui transpire des murs. Ce que peu de gens peuvent percevoir puisqu'elle est fermée. Et je rappelle quand même qu'elle était ouverte aux Journées du patrimoine quand il y avait des détenus jusqu'en 2008. Maintenant qu'il n'y a plus de détenus, on ne peut pas la visiter. Ce qui est quand même un paradoxe. Au niveau de notre association, le Comité quartier Saint-Michel, on s'est posé beaucoup de questions sur la possibilité qu'il y ait une nouvelle âme à ce lieu. Et il y a des exemples à Toulouse de reconversion comme les abattoirs qui portent donc par leur nom ce qu'ils étaient avant, le musée des abattoirs. Il y a le 104 à Paris aussi, dans une ancienne morgue. Nous, on a fait un pari, c'est que ce lieu pouvait avoir, et on a une conviction qu'il peut avoir une nouvelle vie. Mais ça, c'est aussi parce qu'on l'a visité et on a pu voir aussi le potentiel de ce lieu. Et donc on est très motivé forcément par un projet qui, au lieu d'isoler, punir, permette de réunir les gens, voire de les divertir. Et la musique est un excellent moyen d'évasion pour donner une nouvelle vie au lieu. Je réinsiste sur le fait que ça serait intéressant que ce soit ouvert. Récemment, il y a des gens qui ont pénétré sur le site, qui ont laissé la porte d'entrée de la prison ouverte. Les gens du quartier, dont certains habitaient depuis très longtemps mais n'étaient jamais rentrés dedans, se sont rués dedans pour pouvoir voir dedans. C'est vraiment regrettable qu'aux Journées du patrimoine, il ne puisse pas y avoir une visite, au moins partielle, du lieu. Je sais que ça appartient à l'État. Sur la question du prix, le prix a été multiplié par 10 dans l'estimation de l'État, mais parce qu'on peut construire des immeubles tout autour de l'Étoile, le long des rues. Ce terrain est constructible comme n'importe quelle parcelle du quartier. La mairie a protégé l'Étoile, mais pour autant, elle reste constructible. Le maire choisit comment on peut utiliser les sols à travers le plan local d'urbanisme, les règles d'urbanisme. Donc le maire, à la prochaine modification concours de préparation, pourrait très bien dire « ça n'est plus constructible. Je veux des espaces verts autour, je veux une esplanade devant, fini les immeubles qu'on pourrait faire autour des rues et qui motivent cette estimation en fonction des immeubles. » Et je rappelle aussi que sur la mémoire, il y a un gros travail en cours sur le Castelet, avec les associations d'anciens résistants en particulier. Un projet à plusieurs volets qui est piloté par M. de Scorail au niveau de la mairie. François Borde comme chef de projet aux archives municipales, qui a plusieurs composantes. Raconter l'histoire des lieux, leur origine, leur insertion dans le quartier, l'histoire de la prison sur le temps donc de presque un siècle et demi, avec un focus bien sûr sur la période de la guerre, donc avec un volet, normalement un volet exposition permanente, de l'accueil des scolaires possibles. Je rappelle, ce n'est pas un musée de la résistance bis, c'est lié à l'histoire des lieux et à la mémoire des lieux. Un volet exposition temporaire aussi, en plus du volet exposition permanente, de l'accueil des jeunes, une salle de réunion, peut-être des bureaux pour des associations d'anciens résistants selon leurs besoins. Et aussi, on demande à ce qu'il y ait un espace convivial au rez-de-chaussée
donc c'est débattu depuis pas mal d'années, où les gens puissent, en sortant du lieu de mémoire, prendre un café, se poser, discuter, et qui fasse le lien aussi du coup avec le quartier, qui soit aussi ouvert au public, qui soit aussi un espace ressources, où il puisse y avoir des ouvrages sur le lieu, mais aussi des ressources sur le quartier, qui fassent cette articulation entre le quartier et l'histoire et la mémoire de ce lieu. Et donc là, on est très en attente de la possibilité de cet espace qui pourra avoir une petite terrasse, peut-être du côté où on voit le jardin, l'ancien logement de fonction du directeur, juste à côté du Castelet, et un peu à l'instar de ce qui se passe au musée Cérémon. Merci. Merci. Donc c'était Guillaume Drijard, qui est président du comité de quartier Saint-Michel. Une dernière intervention au centre de la salle. Oui, voilà, je suis simple Toulousaine et très émue par ce que va devenir la prison Saint-Michel. Enfin, d'abord aussi par tous les témoignages que nous venons d'entendre. C'était très passionnant et on se rend mieux compte maintenant de ce qu'elle représente. Donc, oui, moi je rejoins un petit peu ce que demande la dernière association qui a parlé. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un temps de visite du grand public de cette prison avant qu'elle soit rénovée? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir pendant un certain temps des possibilités de la visiter telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avant rénovation, telle qu'elle est depuis qu'elle a fermé, entre guillemets. C'est un paradoxe. C'est vrai que ça, ce serait très intéressant pour les Toulousains, je pense. Et puis, justement, je me pose une question en voyant là, l'étoile en photo là, actuellement. Par exemple, je ne sais pas combien de mètres font les branches d'étoiles. Non, mais combien de mètres les couloirs, les fameux couloirs, ça fait combien de mètres, par exemple? 3640 mètres carrés. La longueur des couloirs, voilà. Non, mais on ne parle pas du terrain, elle parle du bâti. Ah, le bâti, c'est 3950 mètres carrés. Non. les étoiles, les branches, branches d'étoiles. Alors, vous disiez, je ne sais pas, la longueur de la branche, je ne sais pas. Pour qu'on se rende compte, bon, tant qu'on ne peut pas y aller, tant qu'on voit des photos, d'accord, mais on ne sait pas bien quelle longueur ça fait. Voilà, ce serait... Philippe Bernardin, peut-être, ça tu peux peut-être t'exprimer là-dessus. La longueur approximative des branches. Tu as une idée? Il veut pas. Oui. Non, 30 mètres la longueur des branches. En fait, c'est une aile, en fait. L'aile, tu parles. Oui, une aile. Ça fait à peu près 12 à 13 mètres, en gros. Plus le mur, ça fait 15 mètres. Et en longueur? Et en longueur? Ah, longueur. Ouais, aucune idée. Je l'ai même fait, je ne l'ai pas là. Ma documentation. Pas là. Ouais. Je ne me prononcerai pas. Bon. Je dirais que c'est grand, mais c'est pas non plus immense. D'accord. Bien. C'est pas immense. Donc on divise par 5. Très bien. Merci à tous. Donc le livre est en vente. Vous pouvez le faire signer et par Pierre et surtout par les divers intervenants. Merci à Angèle Bettini, merci à Erika Leroy, Maître Simon Cohen, Marie Desquet. Merci encore. On vous retrouve d'ailleurs les uns et les autres dans le livre. Bonne soirée à tous. Et puis n'hésitez pas, on peut continuer à en discuter un peu. Merci Pierre. Je voudrais juste saluer la présence de Francis Fourcou, qui vient de commettre pas un crime du tout, mais un film qui s'appelle Lorette 1942. Et on ne peut pas recevoir Angèle Bettini sans penser au travail que vient de faire Francis Fourcou sur le camp de Noé du Récébédou.